Ma belle-sœur m'a giflé lors de mon propre dîner d'anniversaire de mariage. Devant mes propres enfants, parce que je me étais servi une assiette avant. Quelle n'est la sienne? Tu oublies ta place dans cette famille, a-t-elle cinglé, les mains encore levées comme si elle en était fière. Mon mari a détourné le regard. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas dit un seul mot pour me défendre. Alors j'ai posé ma fourchette, j'ai essuyé mes mains sur la serviette. En lin que j'avais repassé moi-même le matin même, et je l'ai giflé en retour. Plus fort, sans l'ombre d'une hésitation. Puis je me suis tournée vers l'homme que j'aimais depuis mes 22 ans et j'ai dit, un mari incapable de défendre sa femme devant une pièce remplie de monde ne mérite pas de le rester. J'ai pris la main de ma fille dans la mienne, celle de mon fils dans l'autre, et je suis sortie de la maison que j'avais moi-même financée, encore vêtue de la robe que j'avais achetée pour l'occasion. 2 ans plus tard, cette même famille qui me disait de me rappeler ma place allait apprendre de la manière la plus hardie. Quelle était exactement la leur? Je m'appelle Camille Delacroix, et j'ai grandi dans une demeure bordée d'une grande allée circulaire. Mon père avait bâti la moitié des parcs d'affaires de notre région en partant de rien, avec un simple prêt bancaire et une ténacité à toute épreuve. Je n'ai jamais manqué de rien sur le plan matériel durant mon enfance. Ce que je voulais, la seule chose que l'argent ne pouvait pas m'acheter, c'était un amour qui m'appartenait vraiment et qui ne ressemblait pas à un bilan comptable. Pas un mariage arrangé, pas une alliance négociée pour fusionner 2 comptes en banque similaires. J'ai trouvé cet amour en la personne de Grégoire Moreau quand j'avais 22 ans, dans un petit café à 3 rue de mon appartement étudiant, par un mardi pluvieux tout à fait ordinaire. Qui est devenu le début de tout. Il n'avait rien à voir avec les hommes élégants. Élise que ma mère me présentait lors des déjeuners dans les cercles privés. Grégoire roulait dans une vieille voiture qui affichait plus de 300 000 kilomètres au compteur et travaillait sans compter ses heures dans un cabinet d'architecture de taille moyenne, à dessiner des bâtiments qu'il n'avait pas encore l'ancienneté de signer lui-même. Il m'a fait rire si fort cette après-midi-là que j'ai renversé ma boisson sur la table et sur nous deux. Aucun de nous n'en a eu rien à faire. Nous avons discuté pendant 4 heures. J'ai manqué un groupe de travail auquel j'avais promis d'assister, et je n'y ai même plus pensé avant le lendemain matin. Mon père se montrait sceptique à son sujet, de cette manière silencieuse qu'ont les pères face aux hommes qui se présentent sans un CV prestigieux sous le bras. Ma mère s'inquiétait plus d'une fois qu'un homme épousant une femme de bonne famille finisse par tolérer l'épouse uniquement pour le confort qui l'entoure. Je lui ai dit qu'elle se trompait. J'étais tellement certaine de moi à l'époque. Debout dans la cuisine de mes parents à défendre un homme que je connaissais depuis seulement 8 mois, persuadée qu'elle ne comprenait tout simplement pas ce que j'avais trouvé. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie que mes parents ont financée. Dans le jardin derrière l'ancienne église de ma grand-mère. La famille de Grégoire y a assisté avec une raideur étrange et observatrice que j'ai prise sur le moment pour de la timidité. Ce n'était pas de la timidité. C'était de la calculation, silencieuse et patiente, et je n'avais pas encore le vocabulaire nécessaire pour la reconnaître comme telle. La mère de Grégoire, Francine, dirigeait son foyer comme une petite cour royale en miniature. Sa fille aînée, Bérénice, en était la princesse héritière incontestée, célibataire. Financièrement dépendante de la petite entreprise de traiteur que le défunt mari de Francine avait laissé derrière lui. Et secrètement rancunière envers quiconque menaçait de déplacer le centre de gravité de la famille, ne serait-ce d'un millimètre. J'étais cette menace, que je le veuille ou non. Une femme avec son propre argent, ses propres opinions, et un mari qui, dans ses premières années, me regardait encore comme si je comptais plus que l'approbation de sa sœur. Cela n'a pas duré aussi longtemps que je l'aurais voulu. Je me souviens très
Clairement de la première vraie fissure parce que je l'ai rejoué tellement de fois depuis. C'était notre deuxième repas de Noël en famille. J'avais passé la journée entière à cuisiner un repas en suivant une fiche recette écrite de la main de ma défunte grand-mère. Bérénice a picoré dans l'accompagnement, a posé sa fourchette avec un petit choc délibéré contre la porcelaine, et a lancé à la cantonade. C'est touchant de voir comment certaines personnes font tant d'efforts pour prouver qu'elles ont leur place là où elles ne sont clairement pas nées. Tout le monde a ri de ce petit rire inconfortable que les gens poussent lorsqu'ils savent exactement ce qui vient d'être dit mais choisissent de ne pas le relever. Grégoire a attrapé la saucière et a changé de sujet pour parler du match de football. Je suis restée assise là, serrant mon verre d'eau. Beaucoup trop fort, sans rien dire. L'année suivante, lors du baptême de mon fils Gabin, Francine m'a coincé près du vestiaire alors que j'avais encore mon nourrisson dans les bras. De la voix la plus douce possible, elle m'a dit que l'argent pouvait acheter une magnifique chambre de bébé, mais qu'il n'achetait pas les bonnes manières. Et qu'elle s'inquiétait parfois de ce que nos enfants allaient intégrer à force d'être exposés à autant d'ostentation. Je suis restée là à bercer mon petit garçon, sans lui répondre. J'avais déjà appris à l'époque que protester ne faisait que refroidir l'atmosphère pendant des jours, et Grégoire ne prenait jamais l'initiative de me défendre par lui-même. Il y a eu un autre moment 2 ans plus tard, pour l'anniversaire de Francine. J'avais discrètement réglé l'intégralité de la facture du traiteur après que l'entreprise de Bérénice, celle-là même qui était censée être florissante, fut retrouvée à court de trésorerie au dernier moment. Personne ne m'a remercié. Bérénice s'est contentée de remarquer, assez fort pour que les serveurs eux-mêmes l'entendent, qu'il était agréable de voir que Camille trouvait enfin une utilité à tout cet argent de famille en dehors de la décoration. J'ai ri avec eux ce soir-là, parce que rire avec eux était devenu ma propre stratégie de survie. Il y en a eu des dizaines, de ces moments dispersés au fil des ans. De petites piques précises, envoyées avec le sourire, toujours devant un public assez large. Pour que la moindre réplique passe pour une surréaction. Toujours suivie par le silence si particulier de mon mari. Pas un accord explicite, juste un refus. Obstiné de dépenser la moindre parcelle de son confort pour défendre le mien. Je me répétais année après année que cela en valait la peine. L'amour impliquait d'absorber quelques mots blessants pour préserver l'unité familiale, pour que mes enfants aient des grands-parents, pour cet homme que j'avais choisi à l'encontre de toutes les options plus sûres que mes parents m'avaient autrefois préparées. Je me suis raconté tellement de choses au cours de ces 11 années de mariage. Chacune d'entre elles était un petit mensonge nécessaire pour que je puisse continuer à l'aimer sans que la rancœur ne me dévore vivante. Nous avions 2 enfants à ce moment-là. Ma fille Léonie, 7 ans, vivait observatrice, et mon fils Gabin, 5 ans, qui vouait à son père un culte absolu. Avec cette dévotion simple dont seuls les petits garçons sont capables. J'avais également bâti ma propre carrière, en dirigeant un cabinet de décoration d'intérieur haut de gamme qui avait, au fil du temps, discrètement commencé à dépasser les revenus de Grégoire. Je ne lui ai jamais fait sentir. Je ne l'ai jamais rabaissé pour cela. Pas même durant les mois où je payais l'intégralité du remboursement du prêt immobilier. Comme mon travail m'amenait à voyager. Souvent pour des visites de chantier, des aménagements chez les clients ou des achats à l'étranger, Grégoire avait naturellement pris en charge la gestion courante de nos comptes bancaires au fil du temps. Une organisation pratique qui ressemblait à du travail d'équipe à l'époque. Je continuais simplement à adoucir chaque silence embarrassant créé par sa famille, parce que je croyais qu'un mariage était une chose que l'on protégeait, même durant les années où il avait clairement cessé de vous protéger en retour. La maison dans laquelle nous vivions, une belle demeure bourgeoise avec une
terrasse couverte dont Bérénice aimait parler comme si elle en possédait une. Part invisible, avait été achetée avec l'aide de ma famille. Mon père avait financé l'apport initial comme cadeau de mariage, et j'avais financé chaque rénovation depuis, pièce par pièce, avec l'argent que j'avais moi-même gagné. Sur le papier, la maison nous appartenait à tous les deux de manière égale. Dans la pratique, Francine et Bérénice la traitaient comme un bien de la famille. Moreau dans lequel on me permettait simplement de vivre, à condition que je me comporte bien et que je m'en tienne à ce que mon nom valait à leur table. Je ne comprenais pas encore à quel point elle prenait cette dernière partie au pied de la lettre. Notre 11e anniversaire de mariage tombait un samedi au début de l'automne. Je voulais pour une fois fêter cela comme dans nos toutes premières années. Un moment chaleureux, authentique, rien qu'à nous. Grégoire m'a demandé la semaine précédente si sa mère et sa sœur pouvaient se joindre à nous juste pour cette fois, parce que cela toucherait beaucoup Francine d'être incluse. Parce que j'essayais encore, malgré tout, j'ai dit oui. J'ai passé 3 jours à préparer ce dîner. Un poulet rôti au romarin et au citron, un plat de riz sauvage que ma mère m'avait appris à faire quand j'étais fille, un fondant au chocolat dont j'avais ajusté la cuisson 2 fois pour obtenir la texture parfaite. J'ai dressé la table moi-même. J'ai repassé le linge de table moi-même. J'ai cueilli des fleurs fraîches dans le jardin de ma mère le matin même. Francine est arrivée la première, faisant glisser ses doigts sur la nappe comme une femme qui inspecte une affaire dans laquelle elle n'a jamais eu confiance. Bérénice est arrivée avec 20 minutes de retard, exactement comme elle le faisait toujours, et s'est installée à la place en bout de table que Grégoire lui a laissé occuper dans notre maison, pour notre anniversaire, sans même me jeter un regard. J'ai laissé passer. Je laissais toujours passer. Quand le repas a été prêt, j'ai servi les enfants en premier, en faisant vite, pour que rien ne refroidisse. Puis, enfin, je me suis servie et je me suis assise. J'avais à peine levé ma fourchette que la main ouverte de Bérénice a traversé la table et a frappé ma joue. Mes oreilles ont sifflé. Ma vue s'est brouillée d'un voile blanc pendant une seconde entière. Tu oublies ta place dans cette famille, a-t-elle dit. C'était assez fort pour que la fourchette de Léonie s'entrechoque contre son assiette. Gabin s'est figé la bouche pleine. La pièce est devenue totalement silencieuse, à l'exception du battement de mon propre pouls derrière mes yeux. J'ai regardé Grégoire. J'ai regardé l'homme que j'avais épousé par amour. L'homme dont j'avais nourri, financé et discrètement pardonné la famille pendant 11 années d'affilée. Il a baissé les yeux vers son assiette, comme si la nappe contenait quelque chose de plus urgent que le visage brûlant de sa femme. Quelque chose en moi qui se lézardait lentement depuis plus d'une décennie a fini par céder définitivement. J'ai posé ma fourchette. J'ai essuyé mes mains sur ma serviette lentement, de cette façon dont le corps bouge quand il a besoin d'un instant pour rattraper une décision que l'esprit a déjà prise. Puis j'ai tendu le bras à travers la table et j'ai frappé Bérénice en retour, avec tout le poids de 11 années de silence accumulé. Le hoquet de stupeur qui a parcouru la table m'a presque fait rire, comme si c'était moi qui venais de briser une règle sacrée. Je me suis levée. J'ai regardé Grégoire, pas Bérénice, pas Francine, lui, et j'ai prononcé les mots qui restaient tapis dans ma poitrine depuis des années, un mari incapable de défendre sa femme devant une pièce remplie de monde ne mérite pas de le rester. Il n'a pas discuté. Il ne s'est pas excusé. Il est resté assis là, sous le choc, comme un homme qui n'avait jamais envisagé une seule seconde que son silence puisse avoir un coup. J'ai pris la main de Léonie dans la mienne, celle de Gabin dans l'autre, et j'ai fait sortir mes 2 enfants de cette salle-là. Manger, de cette maison, puis je les ai installés dans ma voiture, toujours vêtus de la robe que j'avais achetée pour nous deux.
J'ai roulé directement jusqu'à la maison de mes parents, à 40 minutes de là. Ma mère a ouvert la porte avant même que je ne frappe, a jeté un seul regard à mon visage et a dit « Viens, ma chérie. Tu es en sécurité ici maintenant. » La maison de mes parents avait toujours ressemblé à une forteresse d'un autre genre. Pas le genre construite pour me maintenir à ma place, mais le genre construite pour me protéger. Ma mère a préparé l'aile des invités pour moi et les enfants en une seule journée, sans demander combien de temps nous allions rester. Mon père m'a serré dans ses bras avec assez de force pour que je me sente, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre, libérée de toute peur. Grégoire a appelé ce soir-là, puis le lendemain matin, puis toutes les 2 heures après cela, jusqu'à ce que mon téléphone devienne brûlant dans ma poche. J'ai laissé la plupart des appels passer sur le répondeur. Quand j'ai enfin répondu, 3 jours plus tard, assise seule sur la terrasse arrière de mes parents, il était rempli de ce genre d'excuses qui se drapent dans de l'amour, mais qui ne sont en réalité que de la peur des conséquences. J'aurais dû dire quelque chose. Je le sais maintenant. Je suis désolée. On peut arranger ça. Ma famille va s'excuser. S'il te plaît, rentre à la maison. Les enfants ont besoin de leur père. Je lui ai posé une seule question, combien de fois, Grégoire? Combien de fois en 11 ans as-tu regardé ta mère ou ta sœur m'humilier à ma propre table sans absolument rien dire? Il n'a pas eu de réponse, parce que nous la connaissions déjà tous les deux par cœur. Bel et bien trop de fois. Pour les compter. J'avais arrêté de compter aux alentours de la 4e année. Parce que compter me faisait beaucoup trop de mal pour continuer à rester. Dans ces premières semaines étranges et silencieuses, je me suis appuyée plus que je ne l'aurais cru sur mon associée, Inès, une femme solide qui avait bâti le cabinet de décoration à mes côtés, le faisant passer d'un bureau de 2 personnes à une entreprise qui employait désormais 11 salariés. Elle est arrivée sur la terrasse de mes parents le dimanche suivant le dîner, avec des plats à emporter et aucune question intrusive. Elle s'est assise avec moi pendant que les enfants faisaient la sieste et a dit « Je t'ai vu porter cette famille à bout de bras pendant 10 ans. Quoi que tu décides maintenant, c'est l'entreprise qui te porte. » C'était une phrase toute simple, et elle m'a complètement bouleversée, parce que c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me disait que j'avais le droit d'être soutenue au lieu de toujours tout porter moi-même. J'ai demandé le divorce 11 jours après le dîner d'anniversaire. J'ai engagé un avocat nommé Maître Bernard Lemaire, un homme incisif et imperturbable à qui mon père faisait confiance depuis des décennies pour ses affaires. Je lui ai dit clairement ce que je voulais, mes enfants, ma maison, et la vérité sur ce que cette famille nous avait réellement fait subir pendant plus de 10 ans. À ce moment-là, un soupçon silencieux s'était formé dans mon esprit, il y avait autre chose que de la méchanceté sous le mépris de Francine et Bérénice. Je me doutais qu'il y avait une histoire d'argent là-dessous. J'avais raison, bien que je n'avais aucune idée d'à quel point cela allait loin ni du temps qu'il me faudrait pour tout démêler. C'est Maître Lemaire qui a trouvé le premier pot aux roses, enfoui dans les déclarations financières exigées pour la procédure de divorce. Au cours des 4 dernières années, plus de 60 000 € avaient quitté notre compte joint. Par de petits virements irréguliers, jamais assez élevés à eux seuls pour donner l'alerte. Et facile à manquer étant donné que Grégoire gérait la plupart des comptes mensuels pendant que mon travail me tenait sur la route. L'argent était allé à Bérénice, non pas sous forme de cadeau, mais sous forme de prêt qui n'avait jamais été remboursé, transféré discrètement par Grégoire pour maintenir à flot l'affaire de traiteur de sa sœur. Une affaire que Francine avait financée pendant des années et refusait de laisser couler, même si elle perdait de l'argent derrière sa jolie devanture. Grégoire avait validé ses transferts en utilisant un compte que j'avais approvisionné presque
exclusivement avec mes propres revenus, sans jamais me dire où allait réellement cet argent. Cette découverte, aussi douloureuse fut-elle, n'était pas le pire. Enfoncé plus profondément dans les documents se trouvait un acte de cession notarié daté de 18 mois plus tôt, tentant de transférer 10% des parts de propriété de notre maison au nom de Francine. Ma maison, celle que mon propre père m'avait aidé à acheter. Ma signature figurait au bas de la page, écrite avec une encre que je n'y avais jamais posée. Maître Lemaire a fait appel à un expert en écriture manuscrite qui a relevé des irrégularités dans la pression du trait et des points de levée de stylo qui ne correspondaient pas à ma signature authentique déposée auprès de notre organisme de crédit immobilier. C'était une imitation convaincante, mais pas parfaite. Maître Lemaire a pris soin de me prévenir dès lors qu'il ne fallait pas s'attendre à une résolution rapide. Une affaire de faux en écriture comme celle-ci, disait-il, devait passer par le service de la publicité foncière, puis éventuellement faire l'objet d'un signalement au procureur de la République. Et ce genre de procédure avance rarement vite, peu importe la solidité des preuves. Au premier jour, le service de la publicité foncière a confirmé une chose qui m'a glacé. Leur propre vérification de routine avait en réalité bloqué le transfert des mois plus tôt et l'avait mis en attente de pièces justificatives qui n'avaient jamais été fournies. La transaction n'avait jamais été finalisée. Mais la tentative elle-même était réelle, délibérée, et selon Maître Lemaire, relevait très probablement d'une infraction pénale que le parquet mettrait des mois, voire des années, à évaluer correctement. Maître Lemaire m'a expliqué ce à quoi ressemblerait ce calendrier, assis en face de moi avec un bloc-notes couvert d'une écriture petite et soignée. La conservation des hypothèques devrait transmettre ses dossiers internes. 1. Enquêteur de la brigade financière devrait interroger le notaire qui avait enregistré l'acte pour déterminer s'il avait été trompé ou s'il était complice. Les relevés bancaires liés aux frais d'acte originaux devraient être saisis. Rien de tout cela, me dit-il sans détour, ne bougerait au rythme du divorce. Lui-même, qui avançait déjà plus vite que la moyenne. Je me souviens avoir hoché la tête dans son bureau, intégrant l'idée que je pourrais passer les prochaines années de ma vie à recevoir des nouvelles de cette affaire par des coups de téléphone espacés, bien après que la garde des enfants serait réglée et les cartons de déménagement déballés. Je me souviens avoir appelé mon père ce soir-là, assise seule dans ma voiture. Dans le parking de Maître Lemaire, parce que je ne pouvais pas me résoudre à prononcer ces mots dans la maison de mes parents où les enfants risquaient d'entendre. Mon père a écouté sans m'interrompre, de la façon dont il m'avait toujours écouté quand j'étais petite. Et quand j'ai enfin terminé, il a simplement dit, « Tu as bâti cette maison de tes propres mains tout autant que n'importe quel artisan. Personne ne te la prendra tant que je respirerai. » Ce n'était pas une stratégie juridique. C'était simplement ce que j'avais besoin d'entendre. Puis Maître Lemaire a découvert un deuxième fil conducteur, auquel aucun de nous ne s'attendait. En croisant les archives du registre foncier par habitude, il a découvert que Francine avait tenté une manœuvre de cession quasi identique des décennies plus tôt contre la sœur de son propre défunt mari, lors d'un litige immobilier qui s'était réglé discrètement hors des tribunaux. Ce n'était pas une erreur de parcours isolée. C'était un schéma qu'elle attendait simplement le bon moment d'inattention pour reproduire. Il y a eu un dernier élément, et il est venu d'un endroit auquel je ne m'attendais pas du tout. Une ancienne employée du service traiteur de Bérénice, une jeune femme nommée Odile, qui avait démissionné 2 ans plus tôt après un mois de salaire non payé, a contacté le bureau de Maître Lemaire une fois que le bruit de l'enquête s'est discrètement répandu. Elle avait conservé des copies de factures qu'on lui avait demandé de gonfler pour des événements familiaux, y compris mon propre dîner d'anniversaire, afin qu'une partie de ce que j'avais payé puisse être discrètement détournée.
C'était une somme minime comparée au reste, mais cela confirmait une chose que je commençais à soupçonner depuis le début, rien dans la bienveillance de cette famille à mon égard n'avait jamais été tout à fait ce qu'il paraissait. Odile a raconté à maître le maire, presque au détour d'une phrase lors de leur second entretien, qu'elle avait vu Bérénice faire la même chose à au moins un autre client au fil des ans. Un mariage dont les mariés n'avaient jamais réalisé que la facture finale ne correspondait pas aux prestations réellement fournies. Maître le maire l'a noté pour le dossier, bien que cela ne soit jamais devenu une pièce directe de notre procédure. Cela confirmait une fois de plus qu'il ne s'agissait pas d'un égarement ponctuel né du désespoir, mais tout simplement de la façon dont cette famille fonctionnait. Dès lors qu'elle pensait que personne à l'extérieur ne faisait assez attention. Les 2 années qui ont suivi se sont déroulées plus lentement que je ne le voulais, à certains égards, plus vite que je ne le craignais. Maître le maire a transmis le dossier du faux en écriture au service des affaires financières du procureur de la République, et le service de la publicité foncière a pleinement coopéré, fournissant leur relevé d'anomalie comme preuve que le dépôt avait été bloqué avant son terme. Grégoire, confronté au relevé de transfert, a maintenu qu'il n'était pas au courant pour le faux document, reconnaissant seulement les prêts accordés à sa sœur, qu'il s'obstinait à appeler de l'entraide familiale. Comme si 11 années de ma générosité silencieuse n'avaient pas été exactement cela, offerte de bon cœur sans qu'on me demande jamais de renoncer à quoi que ce soit sur un papier. Je ne l'ai pas tout à fait cru. À ce stade, cela n'avait plus aucune importance pour moi. La procédure de garde a avancé sur la base d'un historique que je n'avais pas réalisé avoir documenté pendant des années, des photos, des notes sur l'agenda, des messages prouvant que j'avais géré chaque réunion d'école, chaque rendez-vous chez le médecin, chaque fièvre nocturne. Tandis que Grégoire s'en remettait systématiquement aux avis de sa mère sur la façon dont nos enfants devaient être élevés. Le juge aux affaires familiales m'a accordé la résidence principale des enfants avec un droit de visite et d'hébergement encadré pour Grégoire, assorti d'une obligation d'établir un bilan financier complet des 60 000 € disparus avant que certaines modalités de visite ne soient définitivement fixées. Léonie a eu plus de mal que Gabin durant ses premiers mois. Elle était assez grande pour sentir que quelque chose avait fondamentalement changé, mais trop jeune pour mettre des mots dessus. Elle m'a demandé un soir, blottie contre moi, sur le canapé, si c'était de sa faute, si le fait de s'être servi son assiette. Elle aussi avait aggravé les choses ce soir-là. J'ai pris son visage entre mes mains et je lui ai dit que rien dans ce dîner n'avait jamais été une histoire d'assiette. C'était l'histoire d'une personne qui avait besoin de voir plus petit que soi pour se sentir puissante, et que ce n'était, jamais et à aucun moment, quelque chose que Léonie avait fait de mal. Gabin, du haut de ses 5 ans, a simplement demandé quand il retrouverait sa chambre. Je lui ai promis une version de la maison qui n'existait pas encore, mais que j'avais bien l'intention de bâtir. À la 2e année, les 2 enfants avaient pris un nouveau rythme qui ressemblait, à mon grand soulagement, à un quotidien tout à fait ordinaire. Léonie a rejoint une équipe de football à sa nouvelle école et rentrait là. Plupart des après-midi en me parlant davantage d'une fille nommée Priscilla que de tout ce qui s'était passé à cette table. Gabin a arrêté de réclamer son ancienne chambre dès que la nouvelle s'est remplie des mêmes posters de dinosaures et des mêmes petits camions en plastique qu'il avait toujours aimés. Et j'ai réalisé, en le regardant construire toute une ville avec les coussins du canapé un samedi après-midi, que les enfants absorbent beaucoup plus de résilience dans un foyer stable que dans une maison compliquée maintenue par le silence. La maison, ma maison, m'a été pleinement restituée une fois le rapport de l'expert en écriture validé par le tribunal et la demande de propriété de Francine officiellement annulée. Le signalement pénal à son encontre avance plus lentement,
exactement comme maître le maire m'en avait averti. À l'heure où je raconte cela, le parquet étudie toujours le dossier, et maître le maire dit que ce genre de procédure peut prendre des années avant que quiconque ne franchisse la porte d'un tribunal. Le volet civil, en revanche, est définitivement clos. Grégoire, plutôt que de faire face à une enquête pour escroquerie qui aurait entraîné sa mère et sa sœur encore plus loin, a accepté un accord prévoyant le remboursement intégral des sommes détournées, payables par échéance planifiée. L'entreprise de traiteur de Bérénice a déposé le bilan au cours de la première année, sa famille s'étant retrouvée coupée d'un argent qui n'avait jamais été le leur. Une poignée de ses clients de longue date ont avoué plus tard à des connaissances communes qu'ils soupçonnaient depuis des années des anomalies dans sa facturation, mais n'avaient jamais voulu être ceux qui le diraient publiquement. Francine, confrontée à la possibilité réelle de ses propres poursuites concernant la tentative de cession récente et le schéma ancien mis au jour par maître le maire, s'est totalement retirée de ma vie. Pas par remords? J'en doute fort, mais par pure peur de ce que la moindre proximité pourrait désormais lui coûter. La nouvelle a circulé à bas bruit dans la famille élargie, comme c'est toujours le cas. Le frère aîné de mon père, un juge à la retraite qui avait toujours gardé une distance polie avec la famille de Grégoire, m'a appelé directement lorsqu'il a entendu parler de la fausse signature. Il m'a dit qu'il n'avait jamais eu confiance en la gentillesse de Francine, pas une seule fois au cours de toutes les années où il l'avait observée dans les réunions de famille. Le jeune cousin de Grégoire, un homme discret prénommé Damien, qui avait toujours été gentil avec moi sans faire de bruit, m'a envoyé un court message privé une fois que l'histoire est devenue impossible à étouffer. Il m'a dit qu'il était désolé, qu'il avait remarqué des choses au fil des ans et n'avait jamais osé parler. J'ai apprécié sa démarche, tout en y reconnaissant ce que c'était réellement, une autre version de ce même silence dans lequel j'avais vécu pendant 11 ans, arrivant simplement de manière plus douce et bien trop tard pour changer quoi que ce soit. Au milieu de cette deuxième année, alors que le dossier pénal dormait sagement sur le bureau du procureur et que le calendrier de garde des enfants avait enfin trouvé un rythme rassurant, j'ai remarqué un changement en moi auquel je ne m'attendais pas. Mon cabinet de décoration a grandi plus vite au cours de ces 2 années qu'au cours des 5 précédentes réunies. Les clients ont commencé à me faire remarquer gentiment que mon travail semblait soudain plus audacieux, moins hésitant, moins soucieux de plaire à tous les goûts imaginables dans une pièce. Je n'avais pas de réponse scientifique à leur donner. Je savais simplement que la version de moi qui ne passait plus la moitié de son énergie à ménager la famille de quelqu'un d'autre avait beaucoup plus d'énergie disponible. Pour tout le reste, Grégoire a demandé à me voir une dernière fois avant que le divorce ne soit prononcé. Il s'est assis en face de moi dans la salle de réunion de maître le maire, paraissant plus âgé qu'il ne l'était 2 ans plus tôt, et a prononcé les mots que j'aurais, des années auparavant, donné presque n'importe quoi pour entendre. Je suis désolé pour tout. J'aurais dû te choisir toi, à chaque fois, et je ne l'ai pas fait. Je veux croire sur le moment qu'il le pensait. Mais des excuses présentées seulement une fois que l'argent a été découvert et que les papiers sont signés ne sont pas du repentir. C'est de la gestion de crise, arrivant des années trop tard pour avoir la moindre valeur. J'avais passé 11 ans à pardonner des versions plus modestes de ce même silence, en espérant à chaque fois que la humiliation suivante serait celle qui le ferait réagir. Le dîner d'anniversaire n'avait été que la goutte d'eau sur un vase débordant depuis une décennie, et j'en avais fini de distribuer des pardons gratuits. Je sais, lui ai-je répondu doucement. Mais je ne suis plus la femme qui continuait à te pardonner pour ça. Et je n'ai aucun intérêt à le redevenir. Le divorce a été prononcé par un mardi gris. Je suis sortie du tribunal en tenant mes 2 enfants par la main, exactement comme je les avais sortis d'eux.
Cette salle a mangé 2 ans auparavant. Sauf que cette fois, je ne fuyais rien. Je marchais vers le reste de notre vie, dans une maison qui nous appartenait enfin entièrement. Inès a organisé un petit dîner pour moi et les enfants la semaine où le divorce a été rendu définitif. Rien de grandiose, juste la table de sa cuisine entourée de chaises dépareillées et beaucoup trop de nourriture. Mais c'était le premier événement de ce genre que je fêtais depuis des années où chaque personne présente autour de la table voulait réellement que je sois là. Je me suis servi en premier ce soir-là, sans même y penser. Personne n'a scié. Ma mère était assise en face de moi ce soir-là, observant mes enfants se disputer joyeusement le dernier petit pain, et m'a dit doucement qu'elle ne m'avait pas entendu rire avec autant de légèreté depuis plus de 10 ans. Elle avait raison, et je n'avais même pas remarqué la différence en moi avant qu'elle ne le dise à voix haute. Léonie m'a demandé récemment pourquoi sa tante Bérénice ne venait plus à ses anniversaires. Je lui ai dit la vérité avec des mots qu'une enfant de 7 ans peut comprendre. Certaines personnes oublient que l'amour n'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis simplement parce que quelqu'un vous le donne généreusement. Parfois, ce sont les gens qui nous aiment le plus qui doivent être ceux qui leur montrent où cette générosité s'arrête. Je repense souvent à ce dîner. Pas à la gifle elle-même, car je n'ai jamais regretté de l'avoir rendue. Je pense au silence qui l'a précédé. 11 années de silence de la part de la seule personne qui était censée se tenir entre moi et une pièce remplie de gens qui cherchaient à me remettre à ma place. J'ai fini par apprendre que la place qui me revenait de droit n'a jamais été au bout de la table de quelqu'un d'autre, à attendre mon tour pour recevoir des miettes de respect. Elle a toujours été à la tête de la mienne. Si quelqu'un dans votre propre famille vous a déjà fait sentir que vous deviez mériter une place à une table où vous étiez pourtant légitimement assis, que faudrait-il pour que vous vous leviez enfin et que vous partiez pour de bon ?